Adrien Crespin, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions, c'est gentil. Vous êtes l'un des créateurs, concepteurs de l'application CPark. Oui, tout à Alors en fait. deux mots, c'est quoi CPark? Mais donc, CPark, c'est une application pour éviter les amendes de parking. Ah, Et donc, intéressant pour ça. éviter les amendes de parking, on propose trois services. Premièrement, on a cartographié toutes les zones de parking. On Donc, parle de quand quelle ville? Uniquement de Bruxelles pour l'instant, hein? de Bruxelles et d'Anvers, Et effectivement. Anvers, ok, d'accord. Voilà. Donc, quand on ouvre l'application, l'utilisateur sait en temps réel et directement s'il est dans une zone gratuite à disque ou payante. Ça lui permet de, premièrement, pas recevoir d'amende parce qu'il n'a pas vu le panneau qui est à 200 mètres plus loin dans la rue, parce qu'il n'a pas vu le rodateur qui, au final, est de l'autre côté de la rue. Ça lui permet aussi, en fait, d'optimiser son parking, parce qu'on se rend compte que bien souvent, les rues principales sont payantes et chères, et les rues adjacentes sont soit moins chères, soit à disque, soit même parfois gratuites. Donc, en fait, en se garant à 50 mètres de là où on voulait aller, ben, on peut, en général, économiser sur le parking. Alors le deuxième service, c'est on va vous donner le risque de contrôle à l'endroit où vous vous trouvez, et ce en fonction des heures et de la journée, parce que donc on se rend compte qu'il y a une vraie récurrence dans les contrôles des contrôleurs de parking et qui passent de manière régulièrement aux mêmes endroits aux mêmes heures. Et alors, le troisième service, eh ben, on peut indiquer dans l'application à quel endroit on est garé, et si un contrôleur est signalé par la communauté, euh, l'utilisateur va recevoir une alerte, une notification en disant attention, un contrôleur a été vu à 200 mètres de votre voiture, vous devez aller la bouger. Et donc, C'est le coyote du parking en fait. oui, tout à fait, c'est la même chose. Donc, c'est une application communautaire qui se Mhm. base sur les informations et les signalements de sa communauté. Ouais. Alors moi je tiens à vous féliciter parce que j'ai téléchargé l'application, j'ai fait une vérification, je suis dans un quartier compliqué, on va dire. C'est le quartier Georges-Henri à Bruxelles. Ceux qui connaissent Bruxelles Oui, voient à peu près ce que c'est, à côté du rond-point Montgomery. Et effectivement, sur votre application, j'ai vérifié attentivement. L'avenue Georges-Henri apparaît bien en zone payante, en zone rouge. Les petites rues aux alentours, il vous indiquait clairement qu'il faut mettre le disque. Ça, c'est important aussi. Vous indiquez quand il faut mettre le disque bleu aussi. tout à Donc, fait. c'est très bien fait à ce niveau-là. Je tenais à le préciser parce que j'ai évidemment regardé un petit peu et mis mon nez dedans, bien sûr. Merci. Voilà, donc vous me racontiez juste avant qu'on commence l'interview que c'est parti d'une mésaventures que vous-même avez vécue, où vous avez été un peu chanceux quand même, hein, je trouve. Tout à fait. J'ai peut-être été chanceux dans mon malheur, mais donc j'avais garé ma voiture dans une rue où j'étais persuadé que c'était gratuit. Et je suis parti en vacances. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé 5 amendes sur mon pare-brise qui étaient vraiment tous les jours quasi à la même heure, donc Mhm. entre 9h35 et 9h37. Et de là a découlé l'idée. Et je me suis juré en me disant, mais allez, il faut que ça n'arrive plus jamais. Comment est-ce que c'est possible que ce soit arrivé? Si j'avais su que c'était une zone à disque, j'aurais mis mon disque. Et si j'avais su qu'il passait de manière si régulière, je ne me serais certainement pas garé là. Bien sûr. Et donc voilà, de là l'idée a germé, l'idée de développer une application pour partager l'information. Est-ce que vous êtes un idéaliste? C'est une bonne question, je ne sais pas, je pense que oui, il y a beaucoup de choses à pouvoir changer et qu'il faut rarement se contenter de ce qu'on a et qu'on peut toujours progresser et faire mieux. Donc on peut dire que, allez, que idéaliste c'est peut-être un grand mot, mais je pense qu'il y a du progrès possible dans tout. À votre avis, puisqu'on parle de Bruxelles, Anvers c'est un petit peu différent, mais Bruxelles est quand même très réputée pour avoir, alors on va pas dire une politique anti-voiture, mais c'est un peu ça. C'est ce que pensent beaucoup de Bruxellois et c'est ce que pensent, je crois, globalement les citoyens européens qui habitent dans les grandes villes. C'est qu'actuellement, pour des raisons écologiques aussi, on fait une politique qui est anti-voiture. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce que vos utilisateurs vous retransmettent cette sorte de sentiment? Mais, ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, pour le moment, il y a un vrai problème en termes de mobilité. Je parle de Bruxelles parce que je connais Bruxelles et dans beaucoup d'autres grandes villes européennes aussi. Parce que je pense que la transition écologique et faire en sorte d'être moins polluant, d'avoir des solutions vertes, c'est une très bonne chose qu'il faut C'est mettre en louable. place et que c'est au rôle des communes et des villes de le faire. Mais il faut surtout proposer des alternatives et faire en sorte que ce soit équilibré, que ça puisse marcher, que ce soit une démarche longuement réfléchie
Et j'ai parfois l'impression que on va le faire de manière rapide parce que ça envoie peut-être un beau message à la population, mais qu'on ne pense pas aux implications qu'il y a derrière et que même si ça part d'une bonne intention, c'est mal exécuté ou on ne propose pas assez d'alternatives ou de solutions. Voilà. J'imagine que là, vous pensez au fameux, devenu déjà légendaire piétonnier de Bruxelles. Enfin, ceci dit, le destin de son concepteur n'a pas été particulièrement positif, mais vous pensez, je suppose, à ce piétonnier-là, qui est un bel Mais, mais, exemple. mais par exemple, parce qu'effectivement, dans Fondamental, je trouve ça une chouette chose d'avoir un piétonnier plus grand, une zone piétonne à Bruxelles plus grande. La grande place est un très chouette endroit, et de pouvoir l'étendre et avoir un chouette endroit pour se promener pour les habitants et pour les touristes, je pense que c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il aurait fallu réfléchir la chose un petit peu mieux, de proposer une alternative pour les clients potentiels, parce que là, on voit beaucoup de commerces qui se plaignent et qui ont un vrai impact négatif sur le chiffre d'affaires. En tout cas, c'est ce qu'on en entend et ce qu'on en Ah, lit ils dans sont la révoltés, presse. oui, ils sont vraiment révoltés. Pardon. Ils sont vraiment révoltés, en effet. Mais voilà, donc de là, j'en déduis effectivement qu'il y a vraiment quelque chose qui a été mal fait et qu'on aurait mieux fait de se concerter avec eux, d'essayer de trouver des alternatives et de faire en sorte que ce soit une transition plus douce et que le client ait aussi le temps de s'adapter, parce que là, je pense que beaucoup de clients qui venaient en voiture ont vu du jour au lendemain que c'était compliqué d'y aller et n'y sont plus jamais venus, alors que si on l'avait fait de manière plus douce, qu'on leur avait montré des solutions alternatives, il y aurait eu moyen de garder une plus grosse partie des clients. Ouais. Bien sûr. Alors, finalement, pour l'instant, vous avez combien d'utilisateurs? Il y a combien de temps que vous avez lancé? Il n'y a pas très longtemps, c'est tout jeune. Et vous en êtes où? Voilà, donc on a commencé le tout début, c'était en mars 2017 avec une première version de l'application qui était vraiment très très basique et qui était disponible que à Etherbeek et à XL. Mhm. De là, on en a fait plusieurs tests pour arriver à notre version actuelle qui est donc lancée de manière officielle, je dirais, depuis le début octobre et qui est Mhm. lancée à Bruxelles et à Anvers. Donc maintenant, on considère qu'on est lancé officiellement parce qu'avant, on considérait ça comme une phase de test avec C'est des ça, oui. utilisateurs bêta. Et maintenant, on est un peu plus de 50 000 utilisateurs déjà. C'est pas mal parce que début octobre, donc ça fait en un mois à peu près, donc ça a fait vraiment boule de neige. La presse a bien marché, Tout à fait, oui, il ça a faut le été un reconnaître. bon coup de pouce. Ouais. Et ça, ben on est là pour ça aussi, hein, qu'on soit grand, petit, télévisuel, radiophonique ou maintenant Internet. C'est vrai que Internet a beaucoup changé les choses dans le sens où l'information va très vite. Les réseaux sociaux, vous êtes beaucoup aussi, je suppose. Tout à fait, effectivement. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que nos utilisateurs génèrent beaucoup de bouche à oreille. Et donc, les utilisateurs qui commencent à utiliser l'application sont en général contents et aiment beaucoup l'application et vont spontanément en parler à leurs amis, à leur famille. Et c'est ça le plus important pour nous parce que ça nous permet d'attirer de plus en plus d'utilisateurs et c'est un service communautaire et au plus on est d'utilisateurs, au plus notre application va devenir fiable, au plus on a des informations et donc voilà, on est tous gagnants, entre guillemets. Est-ce que vous vous considérez comme une start-up? Oui, tout à fait, bien sûr, on est une start-up, on est deux jeunes entrepreneurs avec peu de moyens qui essayons de développer un produit qui plaît aux gens avec beaucoup d'essais et d'erreurs. Donc oui, je pense qu'on est tout à fait une start-up. Donc, c'est Parc à deux papas, Adrien Crespin, et Et Nicolas Cognot, donc, qui est lui un ingénieur civil et qui lui fait toute la partie technique parce que bon, moi je ne suis pas capable de développer tout ce qui est technique derrière l'application. on est deux, hein. Voilà, et donc Nicolas fait un très très bon boulot à ce niveau-là, et c'est lui qui a créé depuis la première version jusqu'à maintenant tout seul. Donc non, il faut bien souligner que sans lui, j'aurais été incapable d'avoir une application si bien en tout cas. C'est vrai qu'en général, quand on conçoit quelque chose, on est très dépendant d'un technicien qui, lui, est doué, et sans lui, effectivement, on ne peut pas faire grand-chose. Euh, Mais ici, effectivement, j'ai beaucoup de chance parce que c'est pas juste une personne qui fait la partie technique, mais qui est vraiment un cofondateur à part entière et avec qui on discute aussi bien des problèmes économiques que légaux que tout. Et donc, je pense qu'on a un très chouette équilibre à ce c'est niveau-là. un C'est que, partenariat, voilà. C'est un vrai partenariat. voilà, exactement. Alors, qui dit start-up dit qu'après le start, on va passer au rythme de croisière. Bruxelles-Anvers pour le moment. Quels sont vos projets de développement raisonnables? Et puis quels sont après ceux qui le sont un peu moins, mais c'est aussi le but des startups, c'est de ne pas être raisonnable.
et de rêver à Big Apple, hein, soyons clairs. Donc, quelles seront les étapes pour vous? La première, qui soit concrète, on va dire déjà. Mais donc effectivement, l'idée est très vite, l'idée a toujours été de très vite s'étendre à d'autres villes en Belgique et d'idéalement couvrir toutes les villes de Belgique. Et on a vu au moment où on est passé beaucoup dans la presse que beaucoup de gens nous demandaient de venir dans leur ville. Donc on s'est dit, ben, on va essayer de faire ça de manière plus ou moins démocratique. Donc on a mis un sondage en ligne sur notre site et les gens votent. Et bon, donc ici on a notre première prochaine ville qui va être Gand, qui donc a remporté le sondage haut la main. Et la deuxième en course, c'est Liège. Donc l'idée, c'est d'ouvrir Gand très prochainement, dans les jours qui viennent, et Liège aussi vite que possible. Avec dans cette idée de continuer à ouvrir les villes en fonction de la demande, en se disant ben, c'est plus intéressant pour nous parce qu'on a déjà un début de communauté là-bas et on a vraiment besoin d'une communauté pour être actif dans une ville. Et d'un autre côté, ça permet de répondre à ceux qui en ont le plus de demandes. Voilà. En deux mots, comment ça se passe quand vous décidez on va couvrir une ville? Je l'ai dit, c'est très bien fait pour avoir vu l'application, mais j'imagine qu'il y a tout un travail, vous parliez de cartographier. Est-ce que vous faites ça en liaison avec une autorité quelconque, avec une administration? Est-ce que vous discutez avec les autorités des villes? Comment ça se Pour passe? le, Pour le moment, pas du tout. Pour le moment, ben, on va donc collecter l'information qui est en général disponible sur les sites des communes, Mhm. parfois de manière très claire avec des cartes, parfois juste des noms, des listes de rues. Donc, en fait, on prend une information qui est déjà plus publique, mais qui est rarement très compréhensible, parce qu'en général, pour se rendre compte si on est dans une rue payante, il faut ouvrir un document PDF, aller à la page 4, Oui, c'est ça. lire tout en bas de la rue. Donc, effectivement, nous, on prend de l'information qui est publique, en tout cas, oui, quasi Oui. tout est public, et Mhm. alors on va le rendre plus lisible et plus intuitif. Mais effectivement, pour le moment, donc, il y a un vrai travail manuel à faire, qu'on fait ben, soit moi, soit Nicolas. Euh, et voilà. Est-ce que vous avez déjà envisagé de vous adresser à une autorité, alors disons, je sais pas, un ministre de la mobilité, un de nos multiples ministres de la mobilité, ce qui est quand même déjà paradoxal, mais la Belgique est paradoxale à ce niveau-là, mais est-ce qu'un ministre de la mobilité, par exemple, pourrait vous aider et pourrait être un vrai interlocuteur dans le développement? Mais je pense que oui, nous, on est persuadés qu'on a plein de choses à faire avec les villes et avec les communes. Et que s'ils pouvaient par exemple nous donner l'info de manière informatique, on pouvait juste la traiter, connaître tous les changements, même déjà un peu à l'avance pour être sûr que dès le premier jour on soit up to date. Mais voilà, bon, je parle peut-être sans vraiment connaître parce que j'ai jamais vraiment travaillé avec des communes, mais de tous les feedbacks et les échos que j'en ai chaque fois entendus, c'est que ça prenait beaucoup de temps, que c'était des décisions qui étaient très lentes. Et donc, nous, on essaie d'avoir peut-être une démarche inverse en se disant, ben, on crée d'abord notre communauté et comme ça, on aura un poids de négociation avec ces communes pour leur dire, ben voilà, vous voulez travailler avec nous, génial, on est partant, mais il faut que vous ayez relativement rapidement, on a besoin de l'information sous ce format-là et tout ça, et donc de pouvoir accélérer les choses et peut-être uniformiser les choses pour éviter d'avoir la commune de Schaerbeek qui va nous donner l'info sous cette forme-là, la commune d'Etterbeek sous une autre forme, Mhm. et de devoir au final avoir 10 000 sources d'informations différentes, mais peut-être pouvoir standardiser ça. Donc ça, c'est notre approche. Donc aujourd'hui, on ne travaille pas encore avec eux. Maintenant, on est ouvert à le faire et s'ils veulent travailler avec nous, ils sont les bienvenus. Bon, ben, c'est un appel, mais il faut peut-être essayer avec un premier. Hein, qui sait, de Meyer à Liège, il a l'air ouvert et souriant. Peut-être que ça marcherait. Il faut peut-être lui passer un coup de fil, qui sait. Non, allez, on peut toujours essayer. L'idée est de fermer les portes à aucune personne et on est ouvert pour. Bien sûr. Alors, je vous conseille un petit coup de fil à Anne Hidalgo. Elle est quand même très concernée. Et ça me permet de venir un peu hypocritement sur l'international. J'imagine que les grandes capitales, etc., c'est dans vos projets. Je suppose que les 28 capitales européennes, ce serait peut-être un jour une visée que vous avez, je suppose. Ben oui, tout à fait. Allez, c'est peut-être un rêve encore aujourd'hui, mais l'idée, c'est après avoir couvert les grandes villes de Belgique, c'est très vite pouvoir aller dans d'autres grandes villes européennes et donc notamment les capitales des pays. Oui. Alors ça, c'est le principe même des startups, on est d'accord, c'est d'exploser assez rapidement avec des fonds, bien sûr. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est jeune, comme vous, je ne sais pas quel âge vous avez, mais enfin vous n'avez pas l'air bien vieux. Vous êtes en dessous des trentenaires, j'imagine, hein. Ben oui, j'ai 28 ans, ouais. Voilà, vous et votre partenaire, donc vous êtes idéaux à ce niveau-là pour lancer une startup, mais comment est-ce qu'on fait
pour trouver des capitaux quand on a ça aidera peut-être d'autres concepteurs d'idées, hein. Là, vous êtes jeune, vous êtes tout jeune sur le marché, donc c'est concrètement un témoignage réel et qui n'est pas basé sur des rêves, etc. Mais on entend beaucoup parler de start-up. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on a ce rêve-là pour le concrétiser et pour aller à la chasse, j'imagine, aux investisseurs? Mais pour le moment, allez, on a tout fait sur fonds propres. On avait quelques économies, donc qui sont vraiment très minimes, qu'on a mis dans ce projet en se disant, ben voilà, ça va nous permettre de développer la première version. Donc on applique vraiment une méthode où on essaie de dépenser le moins d'argent possible et de toujours remettre en question est-ce qu'on a besoin de le dépenser ou pas. Et au Mhm. final, on se rend compte que en mettant beaucoup de temps personnel, eh ben, on peut déjà faire une grosse partie du boulot. Et effectivement, maintenant, on est en discussion avec certains partenaires qui, bon, au vu de l'intérêt de notre application, seraient prêts à nous donner un coup de main. Et donc, on aimerait bien, dans un futur proche, lever de l'argent pour pouvoir aller plus vite, parce que, effectivement, c'est une app qui, pour le moment, n'est pas encore du tout monétisée, donc qui a de plus en plus de coûts. Et lever de Bien l'argent sûr. pourrait nous aider à développer. Mais on est parti vraiment de rien, avec quelques milliers d'euros, et on est déjà arrivé jusque là où on en est. C'est encore qu'un début, mais donc je pense qu'il ne faut pas croire toujours qu'on a besoin de lever des centaines de milliers d'euros pour créer un produit, en mettant beaucoup de temps et d'envie, et en étant un peu ingénieux et un peu stratégique Mhm. sur comment développer des trucs sans argent. Ben, il y a moyen d'y arriver. Ouais. Est-ce que vous pensez au crowdfunding? Ben oui, c'est une idée qu'on aimerait bien mettre en place, Parce dans que le ça a un sens. côté communautaire, réellement d'intérêt public. C'est vrai qu'il peut y avoir une communauté qui pourrait vous aider à financer, donc peut-être que c'est dans vos projets. Voilà, allez, on pense que ce serait logique et très chouette de le faire. Maintenant, on pense aussi que ça prend beaucoup de temps à préparer, qu'il Ah faut, oui, qu'il faut pouvoir aussi pouvoir aller toucher cette communauté, donc ça prend beaucoup de temps. Donc on aimerait bien le faire, on n'a pas encore eu le temps de le mettre en place, mais c'est quelque chose qu'on imaginerait faire, ou qu'on aimerait bien faire en tout cas dans le futur. Ouais. est-ce qu'en tant que jeune entrepreneur, vous trouvez ou vous pourriez trouver des aides au niveau officiel euh, pour justement vous aider dans la recherche au développement, dans la recherche de partenaires financiers, dans l'aide à l'installation d'un crowdfunding? Est-ce qu'il existe au niveau des classes moyennes, par exemple, ou des choses comme ça, des gens qui sont là pour aider les jeunes entrepreneurs comme vous? Oui, ça, il faut reconnaître allez, que quand on cherche, on peut trouver de l'aide, et qu'il y a de plus en plus de systèmes qui sont mis en place pour accompagner les startups. Ici, par exemple, nous, on est dans un incubateur qui s'appelle Startit at KBC, donc qui est un incubateur notamment sponsorisé par KBC, Mhm. et qui nous met à disposition des bureaux, des coachs, des experts Ah dans oui. tous les domaines, et donc qui est quelque chose effectivement qu'on reçoit de manière gratuite, et qui sont un sérieux coup de boost, et une aide extrêmement précieuse, et qui ont sans doute contribué fortement au fait qu'on ait pu sortir de terre. Oui. Alors, si je devais vous demander trois petits conseils que vous pourriez transmettre à un jeune entrepreneur qui se dit, moi j'ai une idée, je crois que ça serait une bonne app, pas bon appétit, bonne application, et j'ai envie de me jeter dedans, quels seraient les trois premiers conseils que vous lui donneriez? Mais je dirais, le premier conseil, c'est de parler de son idée au plus de gens possible. Parce que moi aussi, au début, quand c'est une idée qui nous vient, on pense que c'est l'idée révolutionnaire, et on a peur de la partager. On a peur de se dire, ah ben, si j'en parle à cette personne-là, il va me la piquer. Oui, bien sûr. Alors que justement, en fait, une idée, ça ne vaut que peu, parce que c'est surtout après l'exécution et le développement. Donc vraiment, pouvoir en parler le plus possible pour essayer de comprendre si c'est une bonne idée, et de pouvoir aussi changer son idée ou améliorer son idée, parce qu'on a rarement du premier coup la meilleure idée possible, et qu'il faut souvent faire aller des petits allers-retours pour développer le mieux cette idée. C'est Donc, peut-être un premier conseil, voilà. en parler et écouter. Ouais, exactement. Oui. En deux, Parce que, donc, écoutez, je crois que c'est le plus important aussi, parce qu'on développe, en tout cas ici dans le cadre d'une application, on développe quelque chose pour un utilisateur et pas seulement pour soi. Donc mhm, c'est pas parce que nous on pense qu'une fonctionnalité est chouette que ça va plaire à l'utilisateur. bien Et sûr. donc l'idée c'est plutôt de remonter l'information de l'utilisateur. Un deuxième conseil, c'est peut-être de ne pas imaginer qu'il faut être un expert dans chaque domaine
pour pouvoir créer quelque chose. Allez, il y a 2 ans, je n'y connaissais rien du tout aux applications. Je sais pas développer une application, mais de se dire, ben voilà, avec de l'envie et en s'entourant bien, en s'entourant de personnes qui peuvent vous aider, ben, il y a moyen de, de le faire et sans devoir payer des gens une fortune, mais vraiment allez, en échangeant du service de ce qu'on sait faire contre autre chose, ou voilà, en trouvant des partenaires. Et alors, ben, un troisième, bah, c'est peut-être dans cette lignée, mais d'essayer d'être ingénieux avec, quand on a des moyens limités, et que oui, il y a certaines personnes qui vont vous dire je peux le faire pour 100 000 euros, mais que ce n'est pas la seule voie et qu'il y a moyen voilà, de le faire au fur et à mesure, et puis d'y aller step par step et d'avoir un premier truc, de convaincre une personne, et ainsi de suite, d'avancer. Et donc de se dire que c'est une étape, allez, c'est un processus itératif avant d'arriver là où on veut aller ou à son produit, et voilà, qu'il faut vraiment le décomposer en petits bouts, en se disant ben voilà, j'avance pas par pas, et que c'est pas de faire spécialement un saut du début jusqu'à la fin directement. Alors, qui dit start-up dit très souvent, au bout de quelques années, hop, on revend. J'imagine que si un jour quelqu'un vient vous dire, écoute mon petit, je te propose 12 millions d'euros, voilà, pour acheter ton application, vous allez la vendre. Ouais, Euh, et après, oui, oui et non, dans le sens, effectivement, si quelqu'un vient avec une offre sur la table avec des montants démesurés, mhm. on y réfléchira. Mais Oui, honnêtement, j'imagine. c'est pas du tout à ça qu'on aspire. Et honnêtement, moi, je préfère nettement avoir une petite société qui répond à un vrai problème et Mhm. qui est viable sur le long terme, avec lequel je m'amuse et j'apprends tous les jours, plutôt que d'avoir une somme d'argent sur mon compte en banque, Mhm. dans le sens où je ne saurais quand même pas quoi en faire. Et je crée cette application parce que j'aime bien le faire et parce que j'ai l'impression de rendre un service aux gens. Donc c'est pour moi ça le plus important. Maintenant, voilà, je sais pas de quoi l'avenir sera fait, Bien mais sûr. c'est en tout cas pas l'objectif de juste à court terme développer quelque chose D'accord. pour le revendre le plus cher. Donc, vous vous voyez encore gérer ces parcs dans 5 ou 10 ans. À l'origine, votre projet, c'est de le voir grandir et de grandir avec lui, en fait. Donc. Voilà, pour moi c'est ça le truc le plus gratifiant, ce serait d'en construire une société stable et viable Mhm. sur le long terme et qui emploierait plein de gens, effectivement, plutôt que de le revendre à court terme. Ouais. Alors aujourd'hui, CEPARC, c'est une petite application bien futée, il faut le reconnaître. J'expliquerai bien aux gens comment la télécharger, mais enfin c'est très simple, hein. Vous êtes sur Android et sur l'App Ouais, Store aussi, j'ai vu. tout à fait. Bon, moi je suis très Apple, je le reconnais, nos lecteurs le savent bien, mais bon voilà. Mais il y a aussi Android, hein, on ne les oublie pas, ils sont quand même très nombreux. Et pour conclure, quel serait, allez, imaginons, projetez-vous dans 10 ans, et dans 10 ans, idéalement, CEPARC, c'est devenu quoi? Est-ce que Mais vous avez déjà une vision de ce qu'elle pourrait être oui, dans 10 ans? Mais on pense, nous, allez, on est persuadé qu'il y a des milliards ou allez, des dizaines de problèmes liés au parking et qui peuvent être en grande partie résolus. C'est peut-être trop fort, mais en tout cas améliorés grâce à de l'information, à une communauté qui partage de l'information derrière. Et donc de se dire, ben, nous, on a choisi un problème qui est les amendes de parking. Mais alors, l'idéal, eh ben, à plus long terme, ce serait de pouvoir utiliser les informations qu'on reçoit de cette communauté pour agrandir notre scope d'action et avoir de plus en plus d'informations et de pouvoir aller tacler d'autres problèmes au niveau du parking. Ben, par exemple, pouvoir aider à trouver une place de parking et ce genre de choses. Donc, Oui, allez, à moyen terme, sera le rêve de pouvoir élargir notre scope dans le parking et puis, bon, peut-être encore plus loin. le trafic. Mais, Le trafic, peut-être. pardon. Peut-être un jour le trafic. Mais voilà, par exemple, effectivement, ce serait allez, une suite logique aussi. Mhm. Maintenant, bon, c'est encore très loin de ce qu'on Oui. fait pour le moment, mais pourquoi pas. Allez, on est persuadé qu'il y a plein de problèmes qui peuvent être résolus grâce aux données qu'on peut collecter. Hein. Ben, écoutez, en tout cas, merci beaucoup Adrien pour cette rencontre. J'espère qu'il y a des gens qui iront voir votre application et qui en parleront surtout parce que c'est le but, c'est vraiment de Tout parler, à fait. d'échanger. Euh, Merci en tout cas de nous avoir expliqué ce que c'est et puis peut-être rendez-vous d'ici un an pour voir comment il a grandi le bébé aussi.
Ben, avec grand plaisir. Un grand merci à vous de votre intérêt pour SeaPark. Ben, on Et, essaye, et les c'est jeunes quand vous voulez entrepreneurs belges, pour avoir un update de là où on est. avec grand plaisir. Merci beaucoup.